Ok, c'est parti. Taylor Swift. T'avais un plan spécifique ou pas? Parce que j'ai fait pas mal de recherches. C'est intéressant, ouais. C'est intéressant. J'ai pas de plan spécifique, mais j'ai trouvé. En fait, je suis tombé sur plusieurs documentaires qui parlaient de ça. J'ai trouvé le truc hyper intéressant et je me suis dit, bah, c'est très cool qu'on en parle. Je pense qu'il y a vraiment un truc à apprendre, tu vois, d'un point de vue business, pas uniquement, à la limite, sa musique, t'aimes pas, on s'en fout, c'est absolument pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment de se dire comment elle a réussi à faire plier les plateformes, l'industrie musicale, comment elle s'est constituée sans aide extérieure, enfin, je dis pas qu'elle n'a pas eu d'aide extérieure, mais sans l'aide d'autres business, elle a réussi à se constituer 1 milliard de fortune de manière assez magistrale, juste avec sa musique, et c'est la première. Et puis le côté marketing, le côté tout ce qu'elle a mis en place, tu vois, on va dire les groupes où elle vend du merch et tout ça. Et elle a réussi autour de ça. Enfin, il y a un sujet personal branding, un sujet monétisation des artistes. À l'ère de l'IA, ben, c'est aussi un truc dont on a souvent parlé. Business des plateformes, comment elle l'a fait plier. Le fait de détenir ses propres créations, pourquoi c'est hyper important et pourquoi c'est un chamboulement dans l'industrie musicale et toutes les industries créatives. Et je trouvais que c'était hyper intéressant, tu vois, à l'ère justement de l'IA, des plateformes et de l'hyper-connectivité, comment les artistes ou les créateurs en tout genre gardent la main sur leur création. Je trouvais que c'était méga important. Bah écoute, let's go. Ok, donc Jay-Z, Rihanna, Andrew Lloyd Webber, Paul McCartney, c'est le mec des Beatles, pardon, sans doute plus ta génération que la mienne. Kanye West, Taylor Swift aussi, du coup ils sont tous milliardaires. Le point commun, c'est qu'ils sont tous des musiciens de base, mais aucun d'entre eux est devenu milliardaire grâce à la musique, sauf Taylor Swift. Et ça, c'est assez récent puisque ça s'est passé en 2023 et ça a été grâce à un tour de force qu'elle a réussi à faire lors de cette année qui lui a permis tout simplement de dépasser le milliard de valorisation. Attention, on parle de milliard de valorisation quand même. On reviendra sur la répartition de sa fortune juste après. Grâce à ses actifs dans la musique. Alors, pour la petite histoire, moi, pour cet épisode, j'essaie de deep dive un peu cette industrie de la musique et j'essaie de comprendre comment est-ce que les artistes gagnent leur vie. Et j'ai appris qu'il y avait trois manières de faire. Il y avait soit le streaming, donc entre guillemets que dalle, puisque Spotify Co prend presque tout, quoi, Apple Music, ce que tu veux. Ensuite, il y a le droit sur les œuvres, y compris sur les licences pour les films, les publicités et toutes les utilisations commerciales. Et donc là encore, malheureusement, c'est les musiques de disques qui prennent la grande majorité. Et en fait, il y a la revenue de concert Co, donc ça va être tout ce qui est merchandising. Et là encore, c'est en grande partie contrôlé par les maisons de disques. Et je me suis intéressé du coup aux chiffres. Donc, combien de manière transparente les maisons de disques prenaient? Parce que moi, je me suis dit, bon, c'est un peu finalement comme des accélérateurs, comme des fonds d'invest, ou que sais-je. C'est-à-dire qu'ils filent un peu d'argent, ils donnent de l'argent à l'artiste pour se développer, pour lui permettre de vivre, ou alors ils lui donnent de la visibilité. Et généralement, bon, on va prendre 10, 15, 20%. Et encore, quoi, dans les fonds d'investissement, les accélérateurs, généralement, ça ne dépasse pas des sommes, enfin, c'est ce genre d'ordre de grandeur-là. Mais en fait, pas du tout. Les gros labels, ils peuvent prendre jusqu'à 90% des ventes nettes. Les labels indépendants de taille moyenne, ils peuvent prendre en termes de royalties entre 50 et 75%. Et même les petits labels indépendants, ils partagent souvent des royalties entre 50-50 avec entre eux et l'artiste. Et ça peut forcément varier en fonction de l'artiste. Si l'artiste est plus ou moins gros, si l'artiste a plus ou moins déjà une communauté. Et ça peut aller à 35% pour le label, 65% pour l'artiste. Et en termes de chiffres générés par les principaux labels, j'étais assez surpris quand même. Parce que, alors, c'est en 2018, donc depuis, je vous invite à aller checker les chiffres. Mais les trois principaux labels, donc dans le monde, il y a Universal Music Group, il y a Sony Warner, ils ont généré un total, juste en 2018, de 6,93 milliards de dollars. Et cela grâce au service de streaming. Et donc, ça fait à peu près, je crois, 19 millions de dollars par jour grâce au streaming. Et donc, forcément, avec toutes ces infos-là, avec la part que prennent les maisons de disques aux artistes, tu vois immédiatement qu'il y a un problème, quoi. Immédiatement, tu te dis, mais bizarre cette histoire. Ouais. Comment ça se fait que l'artiste se retrouve avec 10% dans le cas des plus gros labels? Et on parle pas d'artistes de pacotille, je mets des grosses guillemets, hein. On parle certaines fois de cadors de l'industrie qui se retrouvent avec 10%
de droits sur 10% de royalties sur ce qu'ils font. C'est dingue. Et donc, du coup, il y a des artistes qui ont commencé à gueuler. Il y a Prince, notamment. Et puis, il y a eu Taylor Swift. Et elle n'a pas vraiment rigolé parce que elle a essayé de négocier le rachat, du coup, des licences sur ses musiques. Sa maison de disques lui a dit non, désolé. Et elle a dit, ok, pas de souci, je m'enferme, je m'isole et je vais retourner tous mes albums et je vais les revendre à ma communauté. Et là, énorme jackpot. Est-ce que j'ai les chiffres? Est-ce que j'ai les chiffres du lancement? Ouais, j'ai les chiffres du lancement. Du coup, juste en 2023, les revenus générés du coup par Taylor Swift avec donc, tout ce que je viens de dire avant, les revenus streaming, le merchandising, les concerts et les licences, ont contribué à 4,3 milliards de dollars au PIB des États-Unis. Le prix moyen des billets pour la tournée lors justement de ça, je crois que ça s'appelait l'Era Tour, était de 250 $. Et il y a même certains billets qui étaient revendus à des prix bien plus élevés. Elle en a même profité pour lancer un film qui lui a généré plusieurs centaines de millions de revenus. Et c'est comme ça qu'elle est devenue milliardaire. Coup de théâtre par rapport déjà dans le monde de la musique sur tous les tabous qui existaient avec les maisons de disques. Coup de théâtre aussi parce que ça a permis à d'autres artistes de se dire ah, intéressant, peut-être que ce modèle il est pas si débile, donc je vais aller renégocier mes droits puisque moi aussi j'ai une communauté et moi aussi j'ai une force de comment dire, je peux mettre ça dans la balance pour renégocier tout ça avec le groupe. Et aussi, du côté des maisons de disques qui se disent, mais mince, comment ça se fait que du coup, un artiste qui va juste retourner toutes ses œuvres, tous ses albums, peut nous la mettre à l'envers s'il le souhaite. Et donc, du coup, on va venir resserrer encore plus les boulons lors de la signature du contrat pour empêcher que cela se reproduise. Bref, voilà un peu le décor, voilà un peu le contexte. Quel est ton avis sur le sujet, Alex? Déjà, moi, j'aimerais repréciser un truc et qui touche à ce dont on parle beaucoup dans NBS depuis le début du pod. C'est le fait que la technologie soit venue modifier des choses très importantes dans l'écosystème. En fait, l'histoire de je te prends 70, 80, 90%, peu importe le chiffre, c'est un standard de l'industrie qui existe depuis ses débuts. Pourquoi? Parce que en 1995 ou même en 2000, avant le streaming, avant YouTube, avant Instagram, avant tout ça, si tu n'as pas un label, tu n'existes pas. Si tu n'as pas des mecs hyper connectés pour te faire passer à la télé, te faire passer à la radio, tu n'es même pas exposé. Tu ne peux pas, il faut se rendre compte qu'il y a 20 ans, tu ne peux pas prendre ta guitare ou ton micro, chanter et te dire « Ok, j'espère que je vais devenir une star ». Tu avais besoin de, comme dit Gary Vee, demander la permission. C'est-à-dire, tu enregistres ce qui s'appelle une maquette, tu prends cette maquette, tu fais une petite lettre, tu l'envoies à Universal et tu pries ta mère pour que Universal, un jour, se réveille et dise « Ce mec-là, il est vraiment talentueux ». Ou alors, tu as du réseau, et c'est pour ça que tu te rendras compte que beaucoup de chanteurs, et c'est vrai pour les acteurs, et c'est vrai pour plein de gens, sont nés aux alentours de New York ou de Los Angeles. Pourquoi? Parce que papa, maman finissaient par avoir quelques contacts. Tu présentais à quelqu'un, ah ouais, en effet, il est talentueux, blablabla, il le faisait monter comme ça. Mais l'exposition finale auprès du grand public, donc en passant par la télé ou par la radio, était forcément, et le fait que ton CD soit distribué dans l'équivalent aux États-Unis et puis en France, de la Fnac, Virgin ou je sais pas quoi, ça ne pouvait être fait que par des labels. Comme aujourd'hui, tu peux poster un microfilm que tu as tourné toi-même sur TikTok, tu peux pas le poster au cinéma. Bon, ben, de la même manière, il y avait une barrière. Et donc, cette barrière, elle te coûtait le prix que le label voulait bien mettre. Universal, il disait, quoi qu'il arrive, on s'assure que ton CD soit vendu, que ta musique elle soit montrée à des millions de gens à la télé et à la radio. Par contre, on te prend 90%. Donc, tu n'avais pas le choix. Tu étais, entre guillemets, pieds et poings liés. Donc, l'industrie, elle part de là. Et toutes les industries créatives partent de là. Hollywood, c'est pareil. Les artistes avec les galeries et tout ça, enfin, les artistes, j'entends peintre, machin, sculpture, c'est un peu pareil. C'était des systèmes très fermés où tu avais une caste au milieu qui te disait t'es montré, t'es pas montré.
T'es exposé, t'es pas exposé. T'es broadcast à une heure de grande écoute, tu l'es pas. Puis, 2005, YouTube, le game change. 2005, YouTube, Jean-Jacques, dans sa cave, avec une caméra, peut décider de poster un truc. Alors oui, il te faut du talent. Oui, tu n'as peut-être pas le top matériel. Oui, tu n'as pas... OK. Mais il y a plein de gens qui ont explosé comme ça. Et ça n'a fait qu'augmenter. Spotify, maintenant tu peux, sur une vraie plateforme de musique, poster tes trucs. Les réseaux sociaux divers et variés. Tu peux aujourd'hui rentrer en contact avec qui tu veux, leur montrer ta musique, pousser tes sons et personne ne va venir te demander d'où tu viens, pourquoi tu le fais, machin. Enfin, tu n'as plus besoin de la permission. Et ça, si tu veux, c'est venu mettre une entaille dans le modèle. Donc là, maintenant, tout le monde se dit, bah, c'est inadmissible de prendre 90%. Parce que si je veux, si j'ai envie, je me mets sur YouTube. Si vraiment j'estime que je suis talentueux, bah, j'ai des chances d'exploser. Tu vois qui c'est Lil Nas X avec sa chanson Old Town Road. Il était inconnu. Il a posté sa chanson. C'est devenu un mème sur TikTok. Le son a explosé sur TikTok. Ils sont allés voir sur YouTube ce qu'il faisait. La musique est passée de, j'en sais rien, quelques centaines de vues à des millions de vues en quelques jours. Les studios l'ont appelé et lui ont dit, est-ce que tu peux venir retourner une version studio de meilleure qualité avec des guests et tout ça pour qu'on en fasse une vraie version qui a réexplosé sur TikTok, et ainsi de suite. Bon, bref, je ne sais pas les détails, mais le studio n'est plus dans la même posture qu'il l'était il y a quelques années. Enfin, il y a quelques décennies, on va dire. Et du coup, là-dessus, les studios, eux, ils n'ont jamais voulu perdre la main. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous contrat avec les artistes. Donc souvent, c'était des contrats hyper longs. Donc quand tu as un contrat de 10 ans et que tu l'as signé en 2004, parce que YouTube n'existait pas encore, bah en 2015, tu es toujours engagé. Et ainsi de suite, tu vois. Et puis, les studios, ils promettent des trucs, tu vois. Ils te disent, ah oui, mais on va te mettre quand même encore à la télé. La télé, pour toucher une partie de l'audience, c'est encore important, et ainsi de suite. Donc, ils essayent de vendre leur truc pour pas perdre leur matière première. Parce que la matière première d'un studio, c'est de la PI, hein, c'est de la propriété intellectuelle, si tu veux. C'est de l'IP, pardon. C'est de dire, moi, je détiens les droits de Taylor Swift, ou moi, je détiens les droits de machin. Et donc, là-dessus, Taylor Swift s'énerve et se dit, OK, c'est inadmissible. Elle fait le même constat que tout le monde. Et elle se dit, au vu de mon image, au vu de la taille, au vu de l'amour que les fans me portent, je suis plus fort que le studio. Et je vais faire un bras de fer et je vais le faire craquer. Sachant que l'histoire spécifique de Taylor Swift est encore plus compliquée que ce que tu as expliqué tout à l'heure, puisque le détail, c'est qu'en fait, elle a signé avec un premier studio pour ses premiers albums, elle s'est barrée avec un deuxième pour ses seconds albums, et le premier studio, ayant eu des problèmes financiers, a revendu les droits à un fonds d'investissement. Et c'est ce fonds d'investissement qui n'a pas voulu les lui recéder. Mais ce n'était pas le studio d'origine, en fait. C'est que, évidemment, comme tout ce qui se financiarise dans le monde, bah, tu finis par tout vendre. Et donc, les studios, quand ils ont besoin d'argent, machin, ils vendent des droits à des fonds d'investissement ou à des particuliers qui disent, bah voilà, moi j'ai 20% du catalogue de Taylor Swift parce que, voilà. Sauf que les contrats étant mal faits, bah, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait totalement refaire ses albums. Et qu'en fait, bah, celui qui possède vraiment sa musique, intellectuellement parlant, j'entends, enfin, tu vois, d'un point de vue réel, bah, c'est celui qui est capable de la faire. Celui qui est capable de l'écrire, celui qui est capable de la jouer et celui qui la représente. Et là, c'est méga important parce qu'on tombe, encore une fois, thème cher à NBS, on tombe sur une question de personal branding. Tu vois. On tombe sur une question de dire, plus on avance, ce qui s'est passé avec Internet, ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux et ce qui, à mon avis, va se passer avec l'IA, ce qui va se passer avec le Web3, ce qui se passe avec les technologies qui arrivent, c'est l'IP, le personal branding, qui tu es et ce que tu es capable de faire, a plus de valeur que les contrats et l'argent. Il générera de l'argent dans le futur, en fait. Et c'est un moyen de remettre tu vois, de mettre à mal les équilibres existants. Sans ça, les studios, on n'aurait jamais eu cette conversation. Sans Spotify, on n'a pas cette conversation aujourd'hui. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas Spotify, les studios seraient dominants et Taylor Swift n'aurait jamais réussi son coup de force. Taylor Swift se serait fait uniquement marcher dessus. Et elle aurait juste jamais été représentée sur les médias américains, genre les télés et tout ça, et on n'en aurait plus entendu parler.
Je pense pas qu'elle soit la première, en fait. On ne saura jamais, mais je pense pas qu'elle soit la première à avoir gueulé. Je pense qu'elle a été là au bon moment, avec les bons arguments et le volume suffisant pour pouvoir gueuler et pour pouvoir faire craquer tout le monde. Et ensuite, elle a mené un bras de fer contre Spotify, plus simple, en disant, je veux des droits différents. Je veux des droits différents. Et je veux que ce soit pareil pour tous les acteurs, pour tous les artistes, avec l'histoire de quand c'est un album payant, et ben pendant les 2 premières semaines, si tu n'as pas un Spotify payant, tu peux pas l'écouter. Et là, même avec de la pub, machin. Et là, elle a gagné son bras de fer, mais d'un autre côté, elle est aussi revenue sur Spotify. Donc on voit bien qu'il y a quand même, mine de rien, elle marche un peu main dans la main avec Spotify. Mais en direct, il n'y a plus l'intermédiaire dans le studio. En fait, le vrai perdant de ce truc-là, c'est pas Spotify. Spotify, c'est en gros, tu vois, ils sont en croissance, il n'y a pas de problème. Le vrai perdant de toute cette affaire-là, c'est les studios qui se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas si forts que ça. Et qu'aujourd'hui, produire une musique, si tu es bon et créatif, t'as pas besoin de toute la machinerie du studio. Et ça, Mais tu vois, ce pardon. qui est hyper avec ça, je pense, c'est que ça rejoint exactement aussi les discussions qu'on a pu avoir sur les fonds d'investissement. Je pense que le modèle va devoir être réinventé. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils sont plus dans le conflit. OK, comment ça se fait que c'est impossible? Non, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il faudrait juste qu'ils se réinventent. Parce que à force de faire blocage, Taylor Swift a montré le chemin. Beaucoup d'artistes vont lui emboîter le pas. Et tous les studios qui vont pas réussir à s'adapter vont mourir. Parce que justement, l'intérêt même des studios, comme tu l'as super bien dit, n'a plus de sens. Donc la question aussi qu'on peut essayer de se poser aujourd'hui, c'est quel peut être dans ce contexte-là, quel peut être l'intérêt d'un studio? Parce que même en termes de réseau, même en termes d'accessibilité à la télé, à la radio, bah, ils ne servent plus à grand-chose. Parce que on peut le voir, toi comme moi, qui créons du contenu sur les réseaux, qu'il suffit de créer du contenu sur les réseaux aujourd'hui pour avoir des personnes qui nous contactent. Le réseau, on l'a en créant du contenu. La visibilité, on l'a en créant du contenu. Si demain, on a 10 millions d'abonnés sur The Next Shit et qu'on envoie un message à n'importe quelle chaîne enfin non, pas n'importe quelle chaîne de télévision, mais je suis persuadé que dans notre audience, on pourra trouver quelqu'un qui peut nous mettre directement en relation avec ceux qui gèrent les radios et les chaînes de Ah télévision. bah, à 10 millions d'abonnés, ouais, ça c'est sûr qu'à mon avis, mécaniquement, tu as forcément un mec qui bosse à la télé et tu as forcément un mec qui sera ravi de te recevoir. Tu vois. Et donc, C'est impossible même au niveau autrement. du réseau, ça n'a plus de sens. Je suis d'accord avec toi. Ce qui va aider pour le studio, c'est comme les agents de joueurs de foot. C'est ils font à ta place une partie du travail, ils t'apportent quand même plus rapidement un réseau peut-être un peu plus qualitatif que tu n'as pas à débloquer toi-même. Ils te conseillent sur tes histoires de marketing et tout ça. Ils t'organisent les concerts sans que toi, tu aies à t'emmerder à prendre une équipe et tout. Mais ça vaut pas 90%. Ça vaut 10, ça vaut 15. Allez, bout du monde, ça vaut 20. Ils te mettent un peu tu vois, sur le haut de la pile quand il s'agit de te faire connaître. Mais ça devient des intermédiaires. Et un intermédiaire, dans aucun marché, un intermédiaire prend 90%. C'est un taf qui vaut 10%. En fait, j'ai l'impression que ça rejoint exactement les fonds d'invest, mais selon moi, l'un des pivots qu'ils peuvent faire, et à mon avis, qu'ils ont déjà commencé à faire, c'est d'aller chercher en fait le client final. Et eux-mêmes de développer des audiences massives, puisqu'ils ont des moyens massifs, hein, ils ont des milliards et des Ah milliards, ouais. aller développer sous leur nom, sous leur branding, des audiences massives par email, sur même leur propre playlist Spotify, sur YouTube, et ils ont déjà commencé à le faire, et dire, OK, ce que vous venez chercher chez nous, ce n'est pas juste de l'orga, ce n'est pas juste de la télé, que sais-je, non, on vous pousse. On vous pousse et du jour au lendemain, vous allez devenir connu grâce à nous. Et donc, je pense qu'il faut absolument, certes, que l'artiste puisse développer son audience, mais que les maisons de disques puissent avoir justement ce rôle d'accélérateur de non seulement vous avez publié sur tous vos réseaux, mais on va également vous pousser sur tous nos réseaux. Et c'est d'ailleurs aussi, alors je ne connais pas vraiment ce milieu, mais c'est comme ça que Booba, par exemple, il a poussé un certain nombre d'artistes, il a pris des parts chez eux, et lui s'est dit, Ouais. bah, vous allez bénéficier de mon image, et je vais vous pousser, on va faire des feats sur vos trucs sur vos chaînes YouTube, et on va aussi faire des feats chez moi. Ouais. Et finalement, qu'est-ce qu'il vend, lui? Il vend de la visibilité, il vend son image, il vend ça, quoi. Et je pense que demain, si les fonds d'invest ou les maisons de disques, eh bien, font la même chose,
Là, d'un coup, ça a du sens. Et là, d'un coup, alors 90%, ce sera toujours too much, hein, mais là, d'un coup, faire du 50-50, c'est OK. Ouais, peut-être. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire de point de vue du démarrage, du start. Ou alors aussi sur des problématiques de cash out. Je te donne un exemple. Un artiste finit par avoir 60 ans. Il est moins à la mode parce que bah, c'est la vie, tu vois. Voilà. Il n'a plus l'énergie pour faire 50 dates par an, il en a ras le cul. Bah, il peut se dire, OK, maintenant, je vends 20% des revenus liés à mon patrimoine musical, tu vois. Et ces 20%, je dis n'importe quoi, je les vends en 20 millions. Il prend ces 20 millions, il fait sa retraite. Un peu comme certains fonds d'investissement sont spécialisés, si tu veux, sur du cash-out d'entrepreneurs pour se dérisquer, pour tout ce genre de choses. Et ben le studio devient, et petit à petit, le studio acquiert les droits. Et puis le mec, une fois qu'il est mort, bon, bah, si les ayants droit, ils ont touché leur fric, à la limite, ils s'en foutent, puisque plus personne n'est capable de reproduire la musique. Bah, c'est peut-être ça, tu vois, le play. Parce que la musique, c'est pas parce qu'un mec est mort qu'on arrête d'écouter sa musique, tu vois. Il y a plein de. Enfin, les Beatles, il y a la moitié qui sont morts. Mais Bon, ça, ben, c'est un play de financier. Est-ce que c'est un ouais. play d'une personne qui vient de se lancer à la musique? Si la maison de disques lui dit ça, le mec il dit What the fuck, qu'est-ce que tu me racontes? Je comprends rien. Je suis pas sûr que ça lui Non, parle, quoi. mais c'est plutôt en fin de carrière, du coup. Non, non, bien sûr. Moi, mon play de financier, c'est même d'aller plus loin que ça et de dire, une fois que j'ai 20% de Taylor Swift, 20% de Nicki Minaj, 20% des Beatles, 20% de je sais pas quoi, je te fais un gros package et j'appelle ça IP musique avec 15 trucs à l'intérieur et je vends ça au grand public. Tu vois, je cote un truc ou je fais une Un ETF, crypto. ouais. Ouais, je fais un ETF, exactement, je fais un ETF musical, tu vois, et je suis indexé sur les 50 meilleurs artistes. Et je pense que tu as des mecs qui achètent. Je pense que, honnêtement, si le truc est vraiment géré par une belle boîte et que le truc tu vois, a du sens dans la manière dont il est financièrement et contractuellement construit, franchement, moi, je teste. Et comme ça, les fans deviennent petit à petit co-investisseurs avec leur star préférée. Je pense que ça a énormément de sens. C'est ce qui a. C'était un peu la philosophie du Web3. Lorsque les NFT sont apparus, lorsque les tokens sont apparus. Mais je pense qu'il y a un énorme. Enfin, les personnes qui ont pensé à ça ont pensé que au stade de bull market, que au stade où tout remonte. Mais je veux dire, si on prend la base, pourquoi on écoute un artiste? On écoute un artiste parce qu'on aime ce qu'il fait, tout simplement. On aime ce qu'il fait, il nous dégage de l'émotion, on ressent quelque chose, ça nous rappelle des souvenirs. À partir du moment où il y a un aspect financier, imagine seulement, en plus c'est un aspect financier, non pas sur une boîte, mais sur un individu. Ah, Aujourd'hui, non, moi, je voulais dire sur plusieurs individus mélangés. Hein. Je ne peux ouais, pas faire ok, sur un seul mec. Ouais. ok, ok, Moi, je ok. voulais faire un format ETF, tu vois, où tu paries sur Universal, mais plutôt que d'acheter des actions Universal en sachant pas trop ce qu'ils font, ils prennent des commissions cheloues. Ils me disent, j'ai tel mec. Tous ces mecs-là génèrent chaque année 100 millions, j'en sais rien, 100 millions de cash pour moi. Ben, tu m'achètes X% de ces 100 millions de cash. Tu vois. Et chaque année, tu touches des rentes, hein, tu vois. Ok, ouais. En mode, il y a des espèces de dividendes, alors tu les appelles comme tu veux, mais voilà. Tu vois. Mais je suis Ok, d'accord avec ouais. toi. Faut pas dénaturer non plus le truc. À la base, c'est de l'artistique et ça existe pour une raison d'être qui est au-delà du sujet financier. Quoi. Je suis d'accord avec toi. Et Donc, non, mais donc, hyper intéressant le cas de figure de Taylor Swift. Et hyper intéressant surtout, deuxième sujet, je crois, à quel point elle a pris de l'importance et de la visibilité et de l'influence sur les dernières années. Donc, il y a cette première histoire qui est purement, on va dire, business, qui est, OK, elle part d'être une artiste lambda, au sens, oui, une très grosse artiste, mais voilà, classique, à une figure de l'écosystème parce qu'elle arrive à faire plier les studios. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que grâce à cette histoire et grâce, enfin, les deux trucs sont un peu mélangés, elle devient tellement importante, tu vois, que on l'appelle pour qu'elle fasse de la pub pour la campagne de Joe Biden. On l'appelle, enfin, tu vois, quand elle passe dans une ville, on trouvera les stats, on les affichera à l'écran peut-être, mais quand elle passe dans une ville, le PIB de la ville augmente.
et multiplié par 2 ou un truc comme ça. Il y a des villes aux États-Unis, des petites villes où elle est passée, ils ont multiplié sur l'année le PIB par 2, alors que Taylor Swift a passé 5 jours, tu vois. Mais elle a ramené tellement de monde. Le prix des billets, les consommations dans tous les restos pendant 5 jours. Elle a fait, je sais pas, 5 dates, tu vois. Les hôtels, les machins, les trucs. C'était ahurissant. Ahurissant. Et là, tu te dis, OK, comment quelqu'un qui est une chanteuse pop, folk, tu vois, enfin voilà, qui n'est pas un chef d'entreprise, qui n'est pas un. Alors, chef d'entreprise, à la limite, on s'en fout, mais qui n'est pas un leader politique, tu vois, quelqu'un qui est censé changer ta vie fondamentalement, arrive à avoir une influence à tel point que quand elle fait de la pub pour quelqu'un qui est président des États-Unis, censé changer ta vie fondamentalement, elle a un impact monstrueux et on commence à dire, il y a des mecs qui commencent à calculer combien elle va rapporter de pourcentage de voix au candidat qu'elle va soutenir. Une personne, si ça se trouve, c'est 2 ou 3% des voix. 2 ou 3% des voix sur 300 millions d'Américains, ça fait très vite beaucoup, 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 beaucoup de gens qui, parce que Taylor Swift l'a dit, décident de voter ça. C'est une influence, pour moi, complètement, complètement, complètement démesurée. En politique, sur des sujets de société, où quand elle prend position sur un truc, bah, les gens ont tendance à la suivre ou à minima à l'écouter, même si elle a quelques contrariétés. Enfin, je suppose que tu as vu, elle a fait beaucoup de déclarations pour limiter le changement climatique et tout. Et en fait, on se rend compte qu'elle passe la moitié des jours de sa vie dans son jet. Ce qui, pour faire, et ça, des fois, pour faire 200 bornes. Tu vois. Donc, bon, bref, tout le monde vient avec ses contradictions, on va dire. Et dernier point, d'un point de vue business, où elle est devenue, donc seule grâce à sa musique, la première milliardaire grâce à la musique, uniquement. Donc, tu as peut-être les chiffres plus précis que moi, mais globalement, ça se répartit comment? 450 millions de valorisation de portefeuille musical, de ses droits musicaux. 150 millions sur sa tournée, c'est ça à peu près? Grosso modo. On est à 600. Et le reste, tu as 100 millions de son documentaire, enfin son documentaire, on va dire le format vidéo lié à Eras Tour, là, sa tournée. Et 200 millions de plus liés au streaming, si je dis pas de conneries, un truc dans ce goût-là. En grosse maille, mais voilà. On affichera les stats exactes. Ça veut quand même dire que la musique de Taylor Swift, on parle peut-être d'une cinquantaine de titres, j'en sais rien, 50, 60 titres, valent autant que, alors avec toutes ces déclinaisons, valent autant que, on va dire, les 15 plus petites licornes françaises. C'est ce que je veux dire, c'est-à-dire que je ne connais pas la valorisation à date de Payfit, tu vois. Mais tu prends Payfit, qui emploie 800 personnes, qui est dans des dizaines de milliers d'entreprises pour gérer la paye et les RH, ça vaut la même chose que les 50 titres de Taylor Swift. Alors J'en attention, reviens. attention quand même, parce que c'est clair que dit comme ça, on a l'impression qu'il y a un décalage de dingue, mais c'est Ouais. pas juste un titre de Taylor Swift. C'est, à mon avis, énormément de personnes qui composent l'équipe de Taylor Swift. Il faudrait regarder d'ailleurs, parce que c'est une boîte. Enfin, Taylor Swift, c'est une boîte, c'est une marque. Il faudrait regarder Ouais, justement le marque. nombre d'employés dans cette marque. Le nombre de personnes qui gèrent les concerts, le nombre de personnes qui gèrent ses comptes, le nombre de personnes qui s'occupent de sa com, qui la conseillent. Elle doit avoir tout un tas, surtout avec le, le bras de fer qu'elle a fait contre sa maison de disques et du coup contre le fonds d'invest, je sais pas comment. Elle doit avoir tout un tas d'investisseurs aussi autour d'elle. Donc, je pense que c'est pas une petite équipe. Je suis d'accord avec toi. Je serais curieux de savoir combien de gens travaillent en direct pour elle et de comparer ça à une boîte. Cependant, je pense quand même qu'en termes de ratio cash, enfin, chiffre d'affaires cash sorti à la fin de l'année, je pense que le ratio est meilleur que celui d'une boîte. Et autre chose, Taylor Swift, elle est bootstrap. Attends, t'es sûr ou pas? Parce Oui, que les maisons de disques, justement, ils filent de la thune, je crois, au début, pour lui permettre de développer. bonne question. Bonne Et par question. contre, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, elle n'a pas dû lever, je ne sais pas combien a levé Payfit, mais elle n'a pas dû lever des dizaines de millions de dollars. Et encore, finalement, Je qu'est-ce qu'on peut crois que, appeler lever? si je dis pas de conneries, Payfit a levé un truc aux alentours de 300 millions
Tout confondu, hein. J'additionne tous les tours, je crois que c'est environ 300 millions. La question qu'il faut se poser, c'est combien est-ce que les maisons de disques ont posé sur la table en amont, avant que la thune rentre, pour Ouais, justement faire toute sa communication, développer ses concerts, développer son merchandising, etc., etc. À mon avis, ça se compte presque en centaines de millions, hein. Vu la com qu'elle a pu avoir, vu les réseaux qu'elle a pu avoir, qu'elle a pu se développer, vu l'équipe qu'elle a autour d'elle. c'est une bonne question. Moi, j'aurais dit qu'en fait, très vite, ça s'est autofinancé. Mais peut-être que je me Ah, trompe. ah non, mais c'est clair. Non, pour le coup, je pense que ça s'est autofinancé, mais avec quand même beaucoup de cash qui ont été mis en amont, à minima dans les premiers mois, et puis au fur et à mesure de son Ouais, mais succès si aussi. ça se trouve, regarde, dans les premiers mois, il suffit qu'on te balance à la télé, machin, les mecs, ils te mettent un peu de réseau, faut que tu enregistres ton album, tu fais quelques dates. Au début, elle avait 16 ans, un truc comme ça. Tu fais quelques dates. Si ça se trouve, mec, c'était. Si ça se trouve, elle a levé. Allez, essayons de comparer un truc qui n'est pas comparable, mais si ça se trouve, elle a levé 1 million ou 2 millions. Et ce 1 million ou 2 millions s'est retrouvé en 1 milliard, quelque chose de valo. Alors, elle n'est peut-être pas bootstrap, ok, j'ai peut-être un peu exagéré, mais je pense qu'elle n'est pas loin de ça. Et à l'ère de l'IA, et c'est là où on en revient à un truc, c'est on disait à l'ère de l'IA, qu'est-ce qui a du sens? Et je trouve que Taylor Swift, elle valide nos propos à l'ère du numérique, à l'ère de l'IA. La valeur travail, on en a parlé plusieurs fois, diminue. Et donc, la valeur créativité, la valeur image et la valeur, si tu veux, produire un contenu ou une chose qui est largement diffusée, finit par avoir une valeur extraordinaire. Et Taylor Swift, c'est ça. C'est, elle a réussi à prendre parfaitement parti, indépendamment du fait que tu aimes sa musique ou pas, c'est pas le sujet. Est-ce que ce qu'elle fait, c'est bien? C'est pas le sujet, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'elle a réussi à comprendre les codes des réseaux sociaux, des générations modernes et du business et à appliquer ça à sa création à elle. Est-ce qu'elle est meilleure en musique? Tu vois, est-ce qu'on peut dire que des gens en musique ils sont meilleurs que d'autres? Tu vois, est-ce que Mozart il était meilleur que les trucs qu'on fait aujourd'hui? En fait, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des artistes qui sont devenus des rois mais des reines du marketing. Et au-delà du marketing, parce que les artistes très bons en marketing, ça existe depuis longtemps, mais très bons là en stratégie de diffusion, en stratégie business, en stratégie de qu'est-ce que je possède pas. Taylor Swift, elle est aussi smart, voire plus smart que énormément de founders, Ah, mais c'est clair. que Et la d'ailleurs, plupart. d'ailleurs, c'est pas pour rien si beaucoup d'artistes, même de sportifs, bah, deviennent des fondateurs de boîtes. C'est comme ça qu'ils arrivent forcément à faire leur cash. Sauf que Taylor Swift, elle s'est dit non, all-in de la musique. C'est ça All-in. lui a réussi. Exactement. Et encore une fois, à l'époque du numérique, du full numérique et à l'époque de l'IA, parier sur ses skills et être capable de les pousser à un niveau extraordinaire en disant ce que je fais, même si je le fais à petite échelle, quand je dis petite échelle, j'entends petite échelle de production, parce que même si elle fait un album par an, si tu veux, c'est une petite échelle de production versus je vais te faire 500 000 iPhones par jour, à une petite échelle de production. Elle te sort un immense volume d'écoute, de connexion avec elle, qui est valorisé 1 milliard. Et donc qui est une licorne. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à rajouter, mais je trouve que c'était un épisode, tu vois, hyper intéressant parce que ça prouve que ce qu'on voit arriver dans le pur business, lancer une boîte, monter une boîte, lever de l'argent, pas d'argent, machin, est en train de devenir vrai dans d'autres sous-jacents, à la fois qui se professionnalisent, qui deviennent plus business, mais qui répondent à leurs propres codes. Et ces propres codes, on voit qu'ils recoupent ce que nous, on a l'air d'observer sur la sphère business. Honnêtement, moi, ce que je pense, c'est que. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est dû à simplement notre manque de connaissance de l'industrie? Est-ce que tu ne crois pas que l'aspect business, comment est-ce qu'on développe une marque d'un artiste,
comment est-ce qu'on développe plusieurs business units tout ça, de l'artiste, donc que ce soit au niveau des droits de ses œuvres, que ce soit au niveau du merchandising, des tickets de concerts, etc., etc. Bah, tout ça, c'est un véritable business. Tout ça, il y a eu des réflexions, il y a forcément un oui. CEO, et elle doit avoir une boîte, et à mon avis, c'est pas elle la CEO de la boîte. Enfin, je pense pas, peut-être pas, peut-être qu'il y a un type vraiment qui s'occupe des opérations au jour le jour, qui gère la team, qui manage la team, etc. Je vois mal des artistes le faire, alors peut-être que je me trompe, hein, mais je vois mal des artistes passer sa journée à ça. Donc je pense que, en fait, c'est déjà des boîtes pour le coup. Ouais. Et d'ailleurs, si quelqu'un dans les commentaires a cette info, si quelqu'un sait comment elle est organisée, moi j'ai pas trouvé, mais si quelqu'un sait comment elle est organisée, sait si elle a embauché un CEO ou au moins un directeur général ou un truc dans ce goût-là, si quelqu'un a cette info-là, je suis preneur si vous pouvez la mettre en commentaire, ça nous fera un peu de data supplémentaire sur le sujet. Et d'ailleurs, j'ai une idée, moi, que je te partage et que je partage en live. L'idée est la suivante, c'est le fait de créer d'autres podcasts et des podcasts nichés. Et je suis Ouais. pour justement parler de certaines industries dont personne ne parle. Par exemple, un podcast sur l'industrie de la musique, où justement on décortique de A à Z le business de certains artistes, de OK, concrètement, comment est-ce que l'argent est réparti, concrètement, comment est-ce qu'un artiste fait face à telle ou telle situation. Comment est-ce que les maisons de disques aussi s'adaptent? Puisque là, on a beaucoup parlé de l'artiste et les maisons de disques sont montrées comme les grands méchants. Mais les pauvres, ils vont bientôt tous être au chômage, perdre leur contrat, perdre leurs artistes. Il y a un mouvement de révolte qui est en train d'apparaître là. Donc, comment est-ce qu'ils vont s'adapter à ça? Comment aussi est-ce qu'ils vont s'adapter à l'IA? Comment est-ce que l'artiste va s'adapter à l'IA? Je ne sais pas si tu as vu, je ne me souviens plus du nom. Il y a une plateforme qui est absolument incroyable. On la mettra en description, qui permet à n'importe qui, avec un prompt, de sortir une musique qui est franchement ultra qualitative. Ultra qualitative. Je ne sais pas si le nom te parle. Je connaissais pas, mais Je la mettrai à regarder absolument dans la description, je vais mettre le lien. Mais c'est du Midjourney pour la musique. Mais c'est d'un ok. niveau. Attention, c'est pas un niveau en mode. C'est pas des voix robotiques, c'est pas des paroles nulles, c'est pas du son qui fait mal aux oreilles, c'est du son qui te provoque des émotions, c'est des voix qui sont ultra réalistes et qui chantent bien, et c'est du texte qui s'adapte totalement au prompt que tu lui as demandé de rédiger. C'est vraiment fabuleux pour le coup, c'est un truc de dingue. Et lorsque tu entends ça, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais non, l'art, c'est que les humains qui peuvent le faire. Honnêtement, on peut avoir des doutes. Donc, comment est-ce que le monde de la musique va s'adapter à ça? Bref, je t'enverrai le lien et je Hyper mettrai le lien en intéressant. dessous. Hyper intéressant. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant, donc, soit sur cette chaîne, faire venir des personnes qui justement vont pouvoir deep dive, soit réfléchir carrément à créer des différents types de podcasts nichés sur des industries dont personne ne parle. Carrément.